Nous sommes sur le salon de la 25e heure du livre au Mans. Alors, avec monsieur Mathieu Frachon, pour Les Dessous du 36, on va parler du Quai des Orfèvres et c'est aux éditions du Rocher. Bonjour. Bonjour. Alors, dans votre livre, Les Dessous du 36, vous parlez de l'histoire des lieux, du métier, de l'évolution. Vous donnez plein d'anecdotes. Vous avez dû faire beaucoup de recherches et rencontrer du monde pour avoir autant de détails et être aussi si précis, non ? C'est-à-dire que c'est surtout, ça fait longtemps que je travaille sur le sujet. Je suis un ancien grand reporter, enfin même encore actuel. Je travaille sur le sujet de l'histoire de la police, ça doit être mon 8e ou 9e livre sur ce domaine. Et puis j'ai voulu saisir une chose qui était le déménagement des lieux historiques du 36 quai des Orfèvres, qui vont donc passer au 36 rue du Bastion au Batignolles. Et essayer de revisiter un peu l'histoire de ce bâtiment, de voir ce qui s'y est passé, de trouver des anecdotes, de trouver en fait, j'avais envie de livrer des choses qu'on ne peut pas obligatoirement trouver ailleurs ou alors de manière un peu éparse. Alors, qu'avez-vous ressenti la première fois que vous êtes rentré dans ce lieu rempli d'histoire, un endroit mythique et aussi célèbre en France ? Ce que j'ai ressenti la première fois, que j'ai failli me casser la figure sur les pavés qui sont formidablement mal disjoints, mais plaisanterie mise à part, en fait, oui, on rentre, pour moi qui suis un admirateur et un grand lecteur de Simenon, on rentre chez Maigret. Donc forcément, la première fois où on emprunte l'escalier du 36, c'est impressionnant, d'autant plus que moi j'étais à peu près assuré de ressortir sans les menottes, donc ça allait. Mais c'est vrai que c'est un bâtiment qui pourtant est très ordinaire, faut être très clair, c'est un bâtiment du 19e siècle, administratif, limite moche même, très honnêtement, mais c'est tellement chargé d'histoire qu'effectivement on ressent quelque chose. C'est ça parce que vous le dites dans votre livre que les bâtiments, c'est des bâtiments classiques, parce que l'histoire du 36, en fait, elle est beaucoup plus impressionnante que le bâtiment en lui-même. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions, que c'est un bâtiment assez banal, une construction administrative, en fait. Oui, c'est une construction administrative du 19e siècle, une sorte de caserne. Ça devait abriter l'intégralité de la préfecture de police. Finalement, le préfet de police, qui trouvait qu'il n'y avait pas assez de place en cette fin du 19e, a décliné. Et c'est la sûreté parisienne, qui va devenir plus tard la police judiciaire, qui donc s'installe là. Pour le reste, le bâtiment, ça casse pas trois pattes à un canard, très honnêtement. Le lino est moche, le bois est patiné, bon ça lui donne un certain charme. Certains meubles ont une certaine histoire, mais le reste, c'est pas formidable, c'est des enfilades de couloirs. Pour s'y retrouver, honnêtement, un prévenu, il perdrait son juge. Enfin bref, il n'y a rien de transcendant là-dedans. Mais encore une fois, ce ne sont pas les murs qui font l'histoire, ce sont les hommes. Voilà, on connaît le 36 parce qu'il y a eu des histoires célèbres, il y a eu des grands événements là-bas, donc c'est pour ça qu'on connaît en fait ce lieu. Parce que c'est le siège du plus gros service de police judiciaire de France. Le 36 quai des Orfèvres, la police judiciaire parisienne. Donc c'est un siège où c'est un lieu d'innovation. C'est ici qu'on a inventé la police d'identité judiciaire. C'est ici qu'on a inventé la police d'initiative avec l'anti-gang. C'est ici qu'on a inventé un certain nombre de techniques policières. Donc c'est pas innocent. On a inventé la doctrine contre les ravisseurs, les kidnappeurs. Il y a eu des grands flics qui sont passés par là. Le plus célèbre d'entre eux est pourtant un flic de fiction, mais on a inventé de très grands flics. On a vu, inventé au sens, littéral du mot, on a vu de très grands flics. Même si aujourd'hui les policiers ne sont pas médiatisés, et si la société a oublié certains noms, comme Cancès, comme Broussard, comme Ottavioli, comme François Lemoel, etc., eh bien, il ne faut pas oublier que la plupart des grosses affaires se traitent ici. Oui, parce que vous mettez aussi en avant des grands enquêteurs. Certains ont révolutionné le fichage, par exemple, avec un certain Alphonse Bertillon. Alors Bertillon n'est pas un enquêteur. Bertillon était un commis auxiliaire de 3e classe, entré à la préfecture grâce à la bonne vieille recette que le monde entier nous envie, qui s'appelle le piston. Et Alphonse Bertillon, lui, il a tout simplement dit les fichiers de police de ces années 1885-86 à peu près sont un merdier effroyable. Donc lui il s'est dit il va falloir mettre un peu des techniques modernes. Nous sommes au 19e siècle, à l'époque du positivisme, du scientisme. La science a réponse à tout, la science va sauver le monde. Et dans ce cas-là, on s'est dit on va faire un truc fabuleux.
on va inventer l'identité judiciaire. On va mettre en fiche les criminels, comme ça, quand ils récidivent, on va essayer de les attraper. La méthode Bertillon est un peu complexe, puisqu'il mesure le squelette, les os des criminels, ils feront des mesures anthropométriques, c'est pour ça qu'on appelle ça l'anthropométrie judiciaire. Et cette anthropométrie judiciaire, elle va donner naissance à l'identité judiciaire, ni plus ni moins que le respect de la scène de crime, le balisage, les fichiers de police, et ça a été repris dans le monde entier. Ce qui sonne le glas de la méthode Bertillon, c'est l'apparition des empreintes digitales. Là, du coup, c'est terminé. On se tourne vers une autre méthode de classement, mais il a jeté les bases. Et la méthode à Alphonse, elle fonctionne toujours dans le côté classification, nécessité d'avoir des fichiers bien ordonnés, nécessité vraiment d'avoir un système de classement performant. Donc Alphonse Bertillon, c'est une révolution dans le monde de la police à l'époque. Et c'est en France, c'est français, et c'est à Paris. Pour en revenir sur le 36 en lui-même, pour vous, quel est le facteur numéro 1 de la légende autour du 36? Pourquoi les gens le connaissent? C'est quoi, d'après vous, le facteur numéro 1? Maigret. Maigret. D'accord. Pour moi, d'abord, j'ai déjà entendu des policiers, je ne me rappelle plus le nom de celui qui a dit ça, je crois que c'est Roger Poisblanc, mais je n'en suis pas sûr, qui était un patron de la crime, qui disait le seul policier célèbre au 36, c'est Jules Maigret. Parce que les autres, d'abord, souvent n'aiment pas, à quelques exceptions près, n'aiment pas la lumière des médias, ça les empêche de travailler pour eux. Et ensuite, parce que Maigret, il a tout inventé. D'abord parce que son créateur, Georges Simenon, a visité le 36, a été le premier écrivain embarqué au 36. Donc il a pu appréhender le vrai travail de police et partir de là, alors que dans les faits, une enquête criminelle, c'est un truc de très longue haleine, souvent, très ennuyeux. Que 90% des crimes se résument à Toto tue Tata parce que la soupe est trop chaude et Toto reste sur place en attendant la police. Là, il s'est attaché à autre chose. Il nous montre un commissaire extrêmement attachant et totalement imprégné de la méthode du 36, donc qui est effectivement a rejailli là-dessus. Et puis ensuite, il y a eu les films, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Maigret a été très vite porté à l'écran, quasiment dès les premiers romans. Ensuite, il y a eu des films célèbres qui ont pris pour toile de fond 36. C'est un lieu où on a tout, c'est ses racines. Il y a unité de temps, unité de lieu, unité d'action. C'est ça qui est fabuleux. Alors dans votre livre, vous retracez aussi certaines périodes de l'histoire du 36 qui est des Orfèvres, du 19e siècle à aujourd'hui. Laquelle a été la plus faste pour vous? La plus faste, c'est compliqué de répondre à ça parce que chaque période est attachante. Les débuts du 36 avec justement cette révolution policière, ce désir de bouger, de faire d'autres choses, d'inventer une nouvelle police, c'est formidable. Puis on a tous en tête l'idée du flic de la belle époque avec son chapeau melon, etc. Bon, je pense que la période la plus foisonnante, c'est peut-être celle de la fin des années 60 et des années 70. Pourquoi? Parce que d'abord on ne se rend pas compte, nous aujourd'hui, même ceux qui ont une quarantaine ou une cinquantaine d'années, donc qui ont connu un peu cette période enfant, on ne se rend pas compte d'une chose, on ne se rend pas compte de la violence de cette période-là. La fin des années 60, en 64, pardon, on voit naître la brigade anti-gang, la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. La BRI, elle répond à quoi? À un besoin de lutter contre un banditisme de plus en plus violent. Un banditisme qui n'hésite pas à faire des braquages et qui surtout n'hésite pas à prendre des gens en otage. La BRI, ça va donner aussi la naissance de la première unité d'intervention en France, un an avant le GIGN. Etc. Vous avez aux années 70, vous avez du terrorisme d'extrême droite, du terrorisme d'extrême gauche, les débuts du terrorisme fondamentaliste, du terrorisme d'État, du terrorisme de souveraineté, d'indépendance, FLNC, ETA, etc., etc. Vous avez les grands bandits, le grand banditisme tel qu'on le connaît, Michel Ardouin dit le porte-avions, Jacques Messrine, etc., etc., etc. On ne se rend absolument pas compte de la violence. Et c'est probablement une des périodes les plus riches, à mon humble avis. Donc il y a des périodes riches et fastes, mais aussi des périodes où la police avait un train de retard sur les criminels. Donc c'était avec l'arrivée par exemple tardive des voitures ou bien des pistolets.
La police a toujours un train de retard sur le criminel, parce que c'est l'essence même du criminel. Le criminel, il cherche quoi? Il cherche une faille dans la société. Où est-ce que je peux me faire le maximum d'argent en courant le minimum de risques et le plus rapidement possible? Une fois qu'il a trouvé cette faille, il y va. On va vous donner un exemple, tout bête. Le gang des postiches. Le gang des postiches, c'est quoi? C'est l'association géniale des braqueurs de banque et des casseurs de coffres. Le casseur cambrioleur. Qui se rendent compte que la faille du système, c'est quoi? C'est les petits coffres de particuliers qu'on appelle des boîtes de sardines. Un coup de burin, un coup de marteau et ça s'ouvre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans les banques, ils mettent tout le monde au pas, tranquillement, grâce aux braqueurs. Les casseurs descendent, cassent les coffres, et la banque reste ouverte, et les braqueurs en haut, dans le calme, parce qu'un braqueur n'est pas quelqu'un justement qui doit s'affoler et transmettre son stress, ils reçoivent les clients, les font tranquilles, et les font tenir tranquilles, et quasiment ni vu ni connu après un repérage quand même conséquent, s'enfuient. Ils ont quand même frappé de 81 à 86. La police était en retard, mais la société aussi. On a équipé quoi? On a équipé les banques on a sonorisé les salles des coffres pour pouvoir entendre. On a mis des alarmes muettes. On a mis tout un tas de choses. On a mis en place un dispositif policier, ce qu'on a appelé le plan ballon, pour réagir. Mais la police, même aujourd'hui, a toujours un petit train de retard. Il y a quand même eu, disons, des périodes où c'était pas un train de retard, c'était 4 ou 5. C'est plus le cas aujourd'hui. Les policiers travaillent vite, la société va vite, mais il y a eu une époque où effectivement, quand on songe que la police, au sortir de la guerre, je pense à cette période-là, entre 44 et 50, c'était une catastrophe. Les policiers de police judiciaire n'étaient absolument pas équipés pour traquer un banditisme où il y avait des anciens de Gestapo, où il y avait des voyous comme Pierrot le Fou, Abel Danos, etc., etc. La police n'était pas équipée. D'ailleurs, il y avait un proverbe à l'époque qui disait traction avant, police derrière. La police avait des voitures rhumatisantes pour poursuivre les puissantes Citroën traction avant de l'époque. Alors tout ça fascine puisque les faits divers sont énormément lus et vous abordez la question des journalistes. On apprend que dans les années 70-80, il y avait une certaine collusion entre journalistes et policiers. Les journalistes étaient même présents dans les bureaux et même pendant des gardes à vue. Alors collusion, c'est pas le terme exact, c'est pas celui que je reprendrai en tout cas. Je dirais qu'il y avait une certaine complicité, une cohérence dans les travaux, cohérence qui, avec qui a un petit peu disparu, parce qu'il y a eu très vite, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, une méfiance vis-à-vis de la presse, de la part de la police et de la part du pouvoir. C'est à cette époque-là que, alors que par exemple au 36, il y avait un bureau de la presse dans le 36 qui est inconcevable aujourd'hui. On a fermé ce bureau, les policiers n'ont plus le droit de parler à la presse sauf les syndiqués, ce qui fait qu'on a des gens qui ne connaissent rien à une affaire, qui n'y travaillent pas du tout et qui donnent quand même leur avis là-dessus. Passons. Et il y a toujours eu quand même une sorte de proximité presse, journaliste, une sorte de je t'aime, moi non plus. On se voit toujours. Alors on se voit en dehors du 36, on va déjeuner ensemble, quand il y a une affaire sensible, parfois on nous dit on ne peut pas vous dire, etc. Bon ok, ça fait partie du jeu. Maintenant il faut que chacun reste à sa place, que chacun comprenne que il y en a un qui est policier, l'autre qui est journaliste. Voilà, mais je crois que la collusion, ou plutôt disons la complicité, elle existe entre certains journalistes et certains policiers. Un policier, il faut être très clair, il retire très vite sa confiance et il ne parle plus. Donc, quand on est journaliste, ça s'entretient. Ça s'entretient, c'est des liens qui se tissent et qui s'entretiennent. Et parfois, il faut accepter qu'on nous dise non. Et parfois, le policier doit accepter que certains détails sortent parce que c'est un métier. Mais tout le monde est gagnant puisque les journalistes, eux, ils vont vendre beaucoup plus de papier. Et puis eux, les policiers, ils font la une. Alors tout le monde est gagnant, oui et non, ça dépend de l'affaire, hein. C'est toujours pareil, ça dépend du degré de sensibilité de l'affaire. Bien sûr qu'un policier et que ce que ne comprend pas parfois justement la toute puissante préfecture de police, c'est que c'est bien communiqué que de sortir des affaires dans la presse.
Après, il ne faut pas faire n'importe quoi et qu'effectivement, certains policiers n'ont pas envie de voir des affaires sortir parce qu'elles sont sensibles, parce qu'elles sont délicates. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'il y a un autre versant du pôle judiciaire qui est la justice et que les juges et les avocats sont nettement plus bavards que les policiers. Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait un déménagement, c'est un déménagement récent, c'était en septembre, des nouveaux bâtiments ultra modernes. Mais est-ce que le 36 perd pas une petite partie de soi avec ça? Le 36 perd une petite partie de soi parce qu'il y a 129 ans d'histoire de police dans ses murs, d'accord. Donc effectivement, il y a un pincement au cœur, comme on peut avoir un pincement quand on quitte un appartement où on a vécu 15 ans. Bon ben quoi, si on fait un enfant dans l'autre appartement, l'histoire va s'écrire, c'est pareil. Ce sont les hommes qui écrivent l'histoire, pas les murs. Donc le 36 rue du Bastion est effectivement un bâtiment de police moderne qui correspond à la police d'aujourd'hui, même si certains le jugent froid et impersonnel, mais il a un certain confort, les choses se passeront certainement mieux d'un point de vue de l'organisation policière, et puis surtout il rassemble l'intégralité du 36 sur place, ce qui est pas mal. Donc ce qui fait que les gens auront moins de difficultés, non pas à se parler, on est quand même dans un siècle de communication, mais quand vous avez un étage à franchir au lieu d'avoir Paris à traverser, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Ça, c'est pour le futur du 36, mais votre futur à vous, est-ce que vous avez des projets, des livres qui vont bientôt sortir? Alors je vais certainement travailler sur de la fiction pour me changer un peu les idées. Des projets, j'en manque pas, puisque je me suis amusé, si j'ose dire, à refaire des études. Je fais actuellement un master en criminologie et donc à mon humble avis, je vais encore faire d'autres choses. En tout cas, je donne rendez-vous aux lecteurs pour les prochaines aventures qui seront peut-être de fiction. Je me pose sérieusement la question en tout cas. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Nous étions sur le salon de la 25e heure du livre au Mans avec Mathieu Frachon pour son livre Les Dessous du 36. On parle bien sûr du Quai des Orfèvres et c'était aux éditions du Rocher. Merci, à bientôt, au revoir.